Salut, salut! On les enchaîne un peu rapidement dernièrement, les mises au point. Bon, désolé de vous faire de la peine, ceux que ça pourrait intéresser. Je pense qu'après coup, ça va bien diminuer, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette transition entre fin 2025 et 2026 pour la chaîne. Donc c'est pas mal de faire un peu de mise au point précise, plus fréquente dans cette période-là, mais après cette vidéo aussi, j'aurai moins de choses à préciser, donc il y aura à peu près aussi fréquemment qu'avant des mises au point, c'est-à-dire tous les 4-5 mois, hein. Mais je tenais à faire cette mise au point pour parler du lancement de cette année 2026 et des choses qui ont été mises en place, commencées déjà avec le retour des Total Splash qui était prévu mais qui va attendre un petit peu. J'étais pas sûr si j'allais le sortir ce mois de janvier ou le mois de février. Déjà, ça va être au moins février le nouveau Total Splash. Parce qu'au cas où vous n'ayez pas suivi ce que j'ai posté dans l'onglet communauté, et ben les ayants droit ne veulent vraiment pas que je sorte de critique de la dernière saison. Un peu trop récente à leur goût, hein, donc le truc avec ça, c'est que je suis habitué, qu'on soit bien d'accord, à ce que les ayants droit de Total Splash, Spice, pardon, ne veuillent pas que je touche de l'argent sur leur contenu, et des fois le bloquant sur quelques pays, genre il y a une partie des vidéos qui ont été bloquées au Canada, je dû faire appel, si ça se trouve il y en a encore dont c'est le cas, et où il faut que je refasse appel, c'est compliqué de faire le topo par rapport à ça, et c'est très chiant cette partie-là, mais ça n'a jamais été au point de complètement bloquer ça dans tout le monde, quoi, le monde entier, ils veulent pas du tout que ce soit diffusé. Et en plus de ça, après avoir fait une réclamation puis appel, ils tiennent absolument à ce que ce soit supprimé. Donc je peux pas. Voilà. Je suis désolé, je peux pas vous poster ça tout de suite. Je vais devoir faire des modifications sur la vidéo en espérant que ça passe. Et si ça ne passe toujours pas, ben ça va être un lien. La vidéo sera dispo sur une page Google Drive, un truc comme ça, et je ferai une petite vidéo rapide pour présenter le lien, en espérant que ce ne soit pas le cas pour la suite, mais si c'est le cas, c'est clair et net que ça va grandement ralentir la sortie des vidéos. J'en parlerai un petit peu en détail de la chose, mais j'avais vraiment prévu de faire un Total Spice, un Total Splash par mois, en plus du rythme 2 semaines par épisode pour les Gargoyles, afin de finir d'abord la série Gargoyles et reprendre pour aller un peu plus vite sur Total Splash. Mais si ça me bloque autant, ça va être compliqué. Néanmoins, ouais, maintenant je sais à comment tenir. Je vais essayer de faire du montage où on voit un peu moins l'image de la série en espérant que ça suffise. Croisons les doigts. Je vais devoir faire sans doute la même merde que j'ai faite pour Catwoman, ce qui était très chiant. Hein, en tout cas, voilà, ça c'est de le truc. Et je le redis, moi ça m'aurait pas dérangé si ça avait été juste on veut l'argent pour nous. Voilà, on monétise ça à notre compte, mais c'est quand même dispo pour les gens à regarder, même si à cause de ce genre de procédé, c'est moins visible publiquement, ces vidéos. C'est un peu chiant, mais bon, on fait avec. C'est pas le cas. Voilà, parce que ça arrive de plus en plus souvent ça, hein. Vraiment, plus ça va, plus mes vidéos travaillées avec du montage où on voit les extraits de films, séries, etc. Sont démonétisés, hein, sont monétisés en faveur des ayants droit qui ont fait appel à leur bot pour prendre le truc. Et si moi je dis, ok, tu sais, par exemple, ma critique toute récente du vilain petit canard de 97, bloqué. Voilà, vous pouvez le voir, pas de problème, mais c'est démonétisé totalement en fait. Et si vous voyez beaucoup de pubs, je m'excuse, c'est pas de mon fait, hein, c'est pas moi qui décide, hein. Je vous crache pas dessus si vous utilisez Adblock pour ces vidéos-là. Mais ouais, c'est un peu chiant, c'est un peu chiant. J'ai le sentiment depuis quelques années que ça devient de plus en plus virulent, la politique des ayants droit, les options qu'on leur donne sur YouTube. Et j'espère que ça va pas totalement
me brider parce que c'est un peu lourd, quoi. Mais bon, on aura l'occasion de voir ça avec les politiques de différents studios, puisque, eh oui, ce départ de 2026 montre le lancement d'un nouveau type de vidéo, un retour au Disney VHS, qui sont pas exactement un Disney VHS. Juste pour dire rapidement, les gens qui suivent pas, qui croient que c'est juste n'importe quel film que je veux qu'on proposera, j'ai fait tout un laïus au début de la vidéo pour expliquer ça. Donc non, ça va être des Disney-like que j'ai juste repris en Disney VHS parce que pour moi, j'avais pas envie de me casser les couilles à créer 50 000 catégories. Voilà, je déteste créer des dizaines de catégories différentes pour différents trucs. J'estime que ça rentre un peu dans le même concept. En fait, on peut voir ça comme du Disney VHS plus cadré, mais sinon, je vois pas pourquoi je me casserais les pieds à faire ça. Sauf si quelqu'un a envie de me proposer un générique différent, une présentation différente, un logo différent, parce que voilà, hein, le logo, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, incrusté. Si vous voulez, hein, à la limite, mais c'est pas non plus un truc que j'estime comme étant important à faire. Vous comprenez de quoi il s'agit, quoi. Disney VHS, Disney Like, qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Si vous n'êtes pas fichu de comprendre ça, excusez-moi, le problème vient de vous. Hein. Pardon pour ce petit côté acariâtre de ma part, c'est juste que il y a des gens qui font pas gaffe et qui se plaignent de détails pour moi, c'est que je trouve complètement superflu. Enfin bref. Donc ouais, c'est un nouveau départ entre guillemets pour pouvoir me permettre de faire autre chose que les Disneyphiles bas de plafond qui m'inspirait plus. Je pense avoir été super clair avec les nombreuses vidéos que j'ai faites là-dessus. Je vais pas rajouter beaucoup de choses dans l'argumentation. Donc, cette vidéo a été plutôt bien reçue par ceux qui l'ont vue, parce qu'à nouveau, elle a été démonétisée, monétisée pour d'autres personnes, donc pas aussi mise en avant sur YouTube que d'autres. Mais ça a été bien reçu, beaucoup de gens ont pris ça agréablement. Peu ont parlé du film en lui-même, quelques personnes le connaissaient quand même, ça fait plaisir, mais sinon c'est juste waouh, c'est incroyable, tu reprends ça, j'ai pas mal d'idées à te donner. Alors, on a déjà donné pas mal d'idées lors de justement la dernière mise au point. J'ai vu 2-3 titres qui pourraient être pas mal à rajouter dans ma longue liste, mais j'ai une longue liste de prévus. Hein. Franchement, dans ce qui a été vu dans la dernière mise au point, j'ai déjà pris une partie des nombreux titres. Ça me promet facilement quelque chose pour 4 ans, 4-5 ans sans problème, je vous jure. Et après coup, dans ce qui reste, avec ce qu'on m'a rajouté par-dessus, je peux tenir encore le double, je pense. Franchement. Donc ça va. Je suis plutôt bien loti pour le reste de ma carrière YouTube, si tout se passe bien. Hein. Je fêterai mes 60 ans, hein, j'aurai peut-être terminé, mais ça devrait aller. Hein. D'ailleurs, oui, rapidement pour évoquer ça, je sais pas jusqu'à quand je vais continuer. Je continue parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai l'opportunité de le faire, j'ai le temps. Je sais pas quand ça s'arrêtera. J'espère le plus tard possible, mais je ne peux pas vous assurer quoi que ce soit. Il faut que ce soit clair. Donc ça, c'est un petit peu important à noter. C'est quelque chose pour ravigoter mon inspiration le temps que ça va encore se poursuivre. Quand est-ce que ça s'arrêtera? On ne sait pas. Peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10, peut-être entre les deux, peut-être plus tard. Ça, c'est le mystère du futur. Mais ouais, autre truc que j'ai pas forcément bien mis en avant dans la dernière mise au point, c'est qu'est-ce qui définit spécifiquement un Disney-like. Ce qui rentre dans la catégorie Disney HS que je traite à partir de maintenant. Et c'est très difficile à définir. C'est pas juste un film animé avec des chansons. Il y a ça qui joue, c'est une sorte de vibe, une sorte d'approche qui est très réminiscente. Anastasia, par exemple, beaucoup le confondent avec un film Disney parce que c'est très, selon pas mal d'ingrédients très typiques. Et c'est un peu ça, je pense, qu'il faut comprendre, c'est
les ingrédients qu'on retrouve dans ce film, est-ce qu'on les aurait dans un Disney? Majoritairement. C'est tout le concept. Et le problème avec ça, c'est que il y a le Disney d'une certaine époque et le Disney d'une autre époque. Le Disney d'avant les années 90, c'est pas le même que celui du second âge d'or, qui n'est pas le même que le Disney actuel. Et c'est difficile à décrire pour moi ce qui marche spécifiquement dans ce cadre-là. Je vais être assez honnête avec vous, je vais prendre les films qui correspondront plus à la période Renaissance ou un petit peu avant, c'est-à-dire ceux qui suivent un cadre un peu particulier d'adapter une histoire, un conte et d'en faire une comédie musicale avec des ingrédients, des ficelles typiques qu'on a dans les films Disney du second âge d'or notamment. Ça va être en grande partie ce genre de film, mais il y a des possibilités que je sorte un petit peu du lot, que je fasse des petits encarts pour que certains autres films puissent rentrer dans la catégorie parce qu'ils me parlent. Par exemple, j'ai envie de faire la revanche ou la vengeance, je sais jamais, du Petit Chaperon Rouge, la suite du film que j'ai traité un jour ou l'autre, pas tout de suite. Quand même, on va éviter de faire des trucs qui sortent trop du lot pour commencer la première année. Parce que j'ai fait le premier film et parce que c'est un film de merde sur lequel j'ai envie de chier. Il y a quelques éléments qui peuvent se rapporter à quelques films Disney qu'on a traités, donc ça peut rentrer dans le ton. Mais ouais, je sais que je triche un petit peu avec ça, et c'est ça le principe. Avec cette catégorie, c'est très libre d'interprétation, et beaucoup de gens me reprocheront de ne pas faire tel ou tel film alors que j'en fais d'autres. C'est le principe aussi, c'est ça qui fait que dans un sens, j'en avais proposé un autre cas beaucoup plus clair, beaucoup plus simple à définir lorsque j'ai fait les propositions de remplacement pour les Disneyphiles à un moment donné dans la dernière mise au point. C'est que je savais que ce serait pas simple à définir, ce serait le plus compliqué le plus versatile à traiter. Et je sais que je vais, à cause de ça, ennuyer certaines personnes, décevoir certaines personnes parce que j'aurais pas traité leur film chouchou qu'ils voudraient que je traite. Alors que le but, c'est pas de traiter vos films chouchou, c'est de traiter les films animés qui me parlent et qui renvoient un peu une vibe Disney dont j'ai envie de parler. Et ça m'amène à un exemple qu'on adore me pointer, sur lequel je vais me pencher un peu plus, parce que voilà, vous aurez au moins mon avis et mes 3 centimes sur ce film-là, c'est-à-dire K-Pop Demon Hunter. Le grand événement Netflix qui a pris tout le monde et dont énormément de gens veulent que je parle. Et ça aurait pas été Disney-like, ça aurait été autre chose. Ils auraient essayé de trouver une excuse pour que j'en parle. Disney-like, c'est peut-être le cadre où ça se rapprocherait le plus d'un des films que j'aurais traité, et je vais le dire clairement, j'ai pas envie d'en parler. Voilà, non pas parce que je trouve qu'il est mauvais, mais parce que ça renvoie pas tellement cette vibe Disney dont j'aime parler, franchement. Mais avant de pencher là-dessus, parlons du film en lui-même, ma petite critique perso rapide que j'avais déjà fait dans une vidéo en live, donc j'imagine que peu de gens ont suivi, ça va être l'occasion de faire un truc un petit peu plus condensé. Alors j'aime bien ce film, mais ça a pas bien démarré. Voilà, un K-pop Demon Hunter, au cas où vous y ayez pas suivi, ça suit un groupe de chanteuses K-pop qui sont chasteuses de démons et qui doivent empêcher un portail de s'ouvrir entre notre monde et celui des démons, justement, avec le pouvoir de leur chant. Et c'est une façon un peu intéressante d'appuyer que on joue sur l'air du temps à chaque fois au départ, d'utiliser leur voix de façon plus classique, mais après c'est devenu des symboles musicaux, et là maintenant on est dans la K-pop, quelque chose de très actuel. Et elles vont être confrontées à un autre groupe de K-pop qui sont des démons déguisés en humains.
Voilà, globalement. Alors, dans l'approche, ça va, c'est ultra classique, c'est pas le truc qui m'a fait me dire waouh, c'est incroyable, ça a l'air d'être un des films les plus géniaux de tous les temps, hein. Mais il y a quelque chose qui a quand même su marcher au bout d'un moment. Parce que les 10 premières minutes étaient insupportables. Le genre de merde qui m'a fait décrocher des Mitchell contre les machines au bout de la moitié du film. J'ai jamais vu ce film en entier parce que la première moitié était lourde. Où les animateurs n'en ont rien à foutre de l'écriture, de la subtilité et se sentent juste le besoin de faire du bon gros gag dans ta gueule en disant regardez, on peut aller loin, on peut faire n'importe quoi comme on veut, vous trouvez pas ça drôle? Ça a été ça. Et de façon parfois même un peu dégueu dans les exagérations. Et ouais, j'ai vraiment détesté. Même au niveau des clichés complètement assumés et ridicules, excessifs qu'on nous donnait avec les fans, etc. J'ai détesté les 10 premières minutes. Mais à partir de la 10e minute, il y a le détail sur le passé d'une des chanteuses, Rumi, la principale, qui a quelque chose d'un petit peu plus complexe que juste être une héroïne sauveuse. Et ce détail-là m'a vraiment plu psychologiquement. On l'a pas développé excessivement dans les 30 minutes qui ont suivi, les minutes 10 à 40. J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu discutable. Il y avait toujours les problèmes qu'il y avait dans les 10 premières minutes, en un peu plus dilué et mélangé à quelque chose qui valait un peu plus le coup dans l'approche. Néanmoins, ouais, il y avait toujours ce problème de ton qui gâchait un petit peu le niveau. Mais, étrangement, au bout de la 40e minute à peu près, ils ont décidé de sortir le doigt du cul et d'arrêter de faire n'importe quoi, de se dire hey, on est dans une histoire sérieuse, des choses un petit peu graves à prendre en compte. Et il y a surtout nos personnages qui ont une mentalité à développer. Et donc on le fait sans mettre du gag ridicule, grossier dans ta gueule. On joue sur ces personnages-là et on fait quelque chose de puissant, d'impactant. La seconde moitié, à partir de la 40e minute, est excellente. Franchement, j'aurais pas grand-chose à redire. La fin est pas géniale comme conclusion. Je parle vraiment des 2 dernières minutes. Et il y a quelques éléments qui vont un peu trop vite ci et là dans le développement, parce que les développements sont très intéressants psychologiquement. Et je trouve que prendre plus de temps pour montrer telle descente, telle montée de personnage, ça aurait été un plus, mais ça restait du très bon niveau la seconde moitié. Donc ça a réussi à contrebalancer le tout pour en donner un film bien, qui aurait été excellent si ça avait été comme les minutes 40 à 1h30 quoi, mais c'est la première partie, la première moitié qui plombe un peu ça, surtout les 10 premières minutes que je ne peux pas pardonner simplement comme ça. La première impression est insupportable, franchement. Voilà, globalement c'est quand même un film que je prends bien, que j'ai apprécié et je comprends, enfin sur le coup j'ai compris son succès, sur le coup. Après coup j'ai eu un petit problème assez important qui a fait que j'ai beaucoup de mal à l'apprécier pour sa juste valeur parce qu'il y a toujours le souci de comment on perçoit un film indépendamment et comment on nous le fait percevoir à travers les yeux des fans, des gens sur les réseaux sociaux. En fait, hein, j'avais déjà fait une mise au point là-dessus. C'est un cas flagrant. C'est un cas flagrant de film qui n'est pas aidé, pour moi en tout cas, par sa fanbase. Franchement, si je devais retenir ce film par rapport à ce que sa fanbase adore montrer, je retiendrais pour ses chansons qui sont bien, ok, on en fait pas mal sur les chansons, et surtout ces gros mèmes de merde. Ce que j'ai détesté dans les 10 premières minutes, apparemment pour les gens, c'est ce qui est le meilleur. C'est juste nos personnages qui font des gueules complètement ahuries comme ça. Apparemment, l'image la plus notable à retenir de ce film, c'est Rumi qui fait cette gueule dégueulasse en bouffant je sais plus quoi, là, comme ça. C'est ça que je suis censé retenir, c'est que ça qui ressort, des mèmes bien dégueulasses sur les gags visuels que j'ai jamais trouvé drôles en fait. Mais c'est ce genre de merde à la Sony que les gens semblent adorer, que je supporte pas. Et c'est ça que les gens retiennent, c'est ça que les gens veulent montrer à tout le monde.
24 heures sur 24, c'est ça qu'on me met à la gueule régulièrement et qui fait que je n'arrive pas à apprécier ce film autant que je le pourrais à cause de ces fans qui sont obsessionnels avec ce genre de merde pas drôle. Voilà, je le dis franchement. Donc ouais, ça m'a un peu gavé du film, en dépit du fait que je l'ai aimé, je le redis, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes psychologiquement là-dedans à dire. Donc, avec tout ça, ça m'a pas donné très envie d'en parler, et ça vient aussi du fait que j'estime que c'est pas un Disney-like très probant. Sans doute que ce sera un Disney-like plus notable que certains films un petit peu spécifiques que je choisirais parce que j'en ai envie, même si franchement c'est pas non plus le plus Disney-like que de ce que je vais traiter. Il y aura largement plus Disney-like, et c'est pas un cas précis, mais voilà, c'est pas un Disney-like très probant pour moi parce que c'est pas du tout la même ambiance qu'un film Disney typique. Vous me dites, ah, mais il y a des chansons. Ce sont des chansons incrustées un peu à la Coco, c'est-à-dire des chansons réelles que des groupes chantent devant les gens et qu'on essaye d'incruster un petit peu dans le récit, etc. Par rapport à ce que ressentent nos personnages. Mais c'est ça, c'est pas la chanson de comédie musicale, ça. Vraiment, c'est pas la même vibe. Donc ouais, vous pouvez dire qu'il y a un peu ça dans Coco ou dans, je sais pas, Alerte Rouge avec le boys band, c'est un peu le même principe, j'ai envie de dire, hein. Et en fait, vu la réaction des fans, c'est très similaire à Alerte Rouge cette partie-là. C'est pour ça qu'une fois de plus, les 10 premières minutes m'ont vraiment pas plu. Mais ouais, c'est pas la même vibe que les comédies musicales à la Disney qu'on a régulièrement. C'est très spécifique quand même. Et oui, vous n'allez pas me dire que Coco, c'est un film Disney typique. Les films Pixar, c'est très compliqué parce que j'estime que c'est des films qui se démarquent un peu des standards de base. Franchement, c'est pour ça que faire les ingrédients des films Pixar, ce serait compliqué à faire. Par rapport aux films Disney Animation Studios, je suis vraiment pas sûr que j'y arriverai facilement à celle-là. Donc oui, il y a ça, qui fait que c'est pas si Disney que ça, mais c'est surtout la vibe que ça renvoie qui est... C'est pas un film Disney, c'est plus un film à la DreamWorks dans les thèmes abordés, la façon dont on les met en scène, et peut-être vaguement à la Pixar dernièrement, peut-être un petit peu, j'ai envie de dire, mais voilà quoi, du Pixar récent, c'est pas ce qui renvoie le plus Disney-like, si j'ose dire, je suis désolé. Et donc, c'est loin d'être une priorité à traiter pour moi, et surtout, c'est pas ultra inspirant. Tout simplement parce que je sais qu'il y a des fans qui sont complètement accros à ce film, et qui en sont même un petit peu lourds, envahissants, franchement. Voilà, les gens qui se plaignent de la Reine des Neiges, comme quoi on n'arrête pas de parler de ça, tout ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en tout cas à la sortie, je commence à les comprendre un petit peu parce que j'ai bien aimé ce film, mais là, la façon complètement excessive dont certains réagissent, ça commence un tout petit peu à me sortir par les trous de nez, même s'il est bien à nouveau, hein. Franchement, bien, bon film, je lui mettrai 14 sur 20, si vous voulez, dans l'absolu, avec ce qu'on a. Mais oui, je peux pas être complètement pris dedans quand je sais qu'il y a autant de gens qui sont obsessifs dessus. Et franchement, les gars, quitte à cracher un petit peu sur un film qu'on m'avait demandé en HS il y a quelques temps de ça, désolé le Lionel B, ça me ferait un peu le même effet que Spider-Man New Generation, ou, enfin, le premier Spider-Man animé de Sony que tout le monde adore, encensé. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas dans la grandeur, on n'est pas dans cette espèce de nouvelle déité du grand art qu'il faut à tout prix mettre sur un piédestal. Et tout le monde le fait, presque tout le monde le fait. Vous n'avez pas besoin de moi pour avoir cette sensation d'approbation que le film que vous adorez mérite d'être adoré. Vraiment, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Et j'ai pas envie, une fois de plus, d'être cet emmerdeur qui vient dire c'était bien, mais... Même si je le pense, franchement, mais c'est ça, ça a clairement été ça pour moi, Spider-Man New Generation. C'était bien, mais... C'est un peu ce que je vais renvoyer dans ma critique, si vraiment vous tenez à ce que je fasse une critique de ce film-là. Et j'ai pas envie, ça me saoule d'avance, hein. Je savais déjà lorsque j'allais faire Spider-Man New Generation que j'allais tomber là-dedans.
Et ça avait ce côté un peu gonflant dans l'idée. Désolé une fois de plus Lionel B, hein, j'ai écrit quelque chose quand même qui m'inspirait un petit peu, mais c'était pas non plus le genre de cas qui m'excitait à traiter, en fait. Et ce serait un peu pareil pour ce film-là. Je serais pas excité à l'idée de traiter un film comme ça, même si vous pouvez, en cherchant un peu, y voir un peu Disney-like, mais il y a largement plus Disney-like que ça, que je compte traiter dans les années à venir. Franchement. Vraiment, si je manque d'idées au bout de 10-15 ans, possiblement, après qu'il ait été un tout petit peu, on va dire, distillé par le temps, ce film-là, dans la réaction des gens, mais tel quel, ça ira. Franchement, ça ira. Voilà, cette partie-là, c'est fait. J'avais pas beaucoup d'idées, une fois de plus, je n'ai plus d'idées du tout, sur les sujets généraux dont parler. Je vais rapidement revenir sur un élément qu'on m'a reproché d'employer, deux, trois commentaires comme ça, sur lequel je ne pensais pas que c'était important de préciser un petit peu l'intérêt, mais dans un sens, je me rends compte que c'est pas si mal, c'est pas plus mal de le faire. Le principe de la subtilité dans l'art. Et j'ai le sentiment que ça peut être pris comme une sorte d'argument fourre-tout. C'est-à-dire, t'aimes pas quelque chose parce que c'est trop dans ta gueule, paf, pas subtil, et c'est bon, t'en parles plus. Non, franchement non. Lorsque j'ai un problème avec la subtilité, ça ne vient pas automatiquement tout gâcher, même si je donne un peu cette impression-là, parce que je peux paraître aigri, je le sais. Mais oui, si quelque chose parvient à être intéressant et intellectuellement recherché, si on le fait passer sans subtilité, c'est pas ça ne tue pas le truc, ça l'amenuise, c'est tout ce que je veux dire. Et il y a certains points où tu sens que ça te balance un petit peu en pleine gueule certains sujets où franchement ça aurait mérité à être plus fort que ça. J'en ai parlé un peu lorsque j'ai fait donc il y a quelques temps un tier list de Stranger Things par exemple. Il y a deux scènes de coming out dans cette série, une dans la saison 3 et une dans la saison 5, et la première est plus subtile, parce que le personnage, d'une part, ne se confie pas à tout le monde, il fait passer clairement son attirance sans le dire directement, et à côté de ça, on a la réaction du second personnage qui sait bien amener qu'il est avec elle, sans le dire directement. Et donc, ça passe nickel. Il y a quasiment personne qui a trouvé cette scène mal écrite, mal faite ou quoi que ce soit. C'est un des points forts de la série, de loin pour beaucoup de gens. Et je suis assez d'accord avec ça. On a eu une seconde scène donc de coming out qui était beaucoup plus directe, qui a été vivement critiquée de façon un peu abusée pour moi, mais je comprends certaines critiques parce que c'est très direct. C'est notre personnage qui ne dit pas cache je suis gay mais il dit j'aime pas les filles, sachant qu'au passage c'est quand même un retour, un rappel à une réplique qui lui a été dite dans la saison 3 justement. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas compris ça, c'est quand même des détails qui font plaisir et qui nous balance un gros discours bien précis où c'est juste sa situation à lui, quelque chose de très concret. Et donc, nos personnages vont pas juste dire des choses détachées pour le faire se sentir bien, ils vont juste dire on est avec toi, paf. On est d'accord, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup moins subtil, ça marche moins. Est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas du tout? Eh ben, je ne pense pas. Je trouve que il y avait suffisamment d'accroche dans le texte. Je trouve que les gens qui disent que le texte de Stranger Things devient grossier dans la saison 5 exagèrent le trait. Ça n'a jamais été ultra subtil et recherché dans les saisons précédentes. Et là, il y a quand même beaucoup de moments que je trouve très bons, très bien amenés aussi. Le texte s'est recherché à plusieurs moments. Et là, je trouve que dans l'idée, c'était pas mal de faire quelque chose de différent. Si ça avait été quelque chose de similaire, d'identique à ce qu'avait fait
le premier personnage dans la saison 3, eh ben, ça aurait été une redite. Là, ça a essayé de faire quelque chose à sa sauce en jouant sur le fait que ça a déjà été fait, en plus. Et tel quel, il y a des éléments grossiers dont je me serais passé. Oui, il y a certains personnages, je vois pas ce qu'ils foutent ici. Ils ont rien à faire dans ce moment un peu touchant. Et quelques petits balbutiements, quelques petits morceaux qui auraient pu être un peu raccourcis. Mais ça changeait en fait qu'il fait passer ce qu'il a sur le cœur. Il a besoin de finir en fait ce personnage, de s'affirmer après ce qui a été fait dans la fin de l'épisode 4. Je trouve que c'est valable, que c'est un peu mérité, que ça marche. Et ça marche moins bien parce que ce n'est pas aussi subtil, mais ça marche quand même. La subtilité n'est pas tout, mais la subtilité est aussi un ingrédient qui aide à sublimer quelque chose. Parce que voilà, dans les exemples que j'ai cités, la première scène de coming out est nettement plus réussie que la seconde. Je ne le dis pas une seconde, ça aussi, hein, mais ça n'ôte rien à l'idée, au poids et juste au moment de personnage que ça peut donner, quoi. Et c'est le principe avec pas mal de scènes. Lorsque je me plains de l'absence de subtilité, je dis pas que ça rend quelque chose foncièrement mauvais, mais ça lui enlève de la finesse, ça lui enlève un goût en plus qui apporte une plus-value indéniable. Dans Le Seigneur des Anneaux de Bashki, à un moment donné, lorsque Frodon et Sam évoquent la possibilité d'un retour, il y a vraiment ce discours très direct de Frodon sur le fait qu'il y a peu de chances que ça arrive. Dans le film de Peter Jackson, il y a juste ce regard, cette compréhension que c'est mal barré, que c'est pas envisagé grandement, et ça marche 1000 fois mieux, parce que on ne dit pas bêtement ce qu'il y a à saisir, ce qu'il y a à le ressentir, on nous le fait comprendre par les gestes, par une sorte de processus de logique qu'on sort dans notre tête, de logique réflexive, de logique émotionnelle, un truc, une micro-bête noire, encore que c'est pas si grave que ça, que j'ai vu reprocher pas mal dans des œuvres de fiction, c'est le concept de deux personnes qui s'aiment, soit en tant que famille, soit en tant qu'amoureux, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un des deux qui reproche à l'autre de ne jamais le dire. Et c'est souvent la fille qui reproche ça au mec, mais ça peut être une sœur qui reproche à une autre sœur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tu ne dis jamais je t'aime. C'est quelque chose de grave pour moi et j'ai toujours trouvé ça un petit peu salaud parce que imaginez le cas d'un mec qui fait beaucoup de choses pour la femme qu'il aime. Il est là pour elle, il l'épaule, il lui fait savoir qu'elle vaut quelque chose, il apporte beaucoup plus de facilité dans sa vie, il règle une partie des problèmes sans même dire qu'il le fait. Ce genre de choses, est-ce que c'est pas suffisant pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime? Est-ce que vous préférez un mec qui est là pour vous, qui est là pour vous aider dans toutes les tâches qui vous posent problème, vous faire vous sentir bien, ou juste un mec qui vous dit régulièrement « je t'aime ». Moi je sais pas, hein, je me mets à la place d'une femme, je me dis je préfère quand même le premier cas, hein. Et c'est ça le truc, et pourquoi avoir ce besoin maladif que la personne dise cache « je t'aime » pour montrer qu'elle vous aime, montrer à quelqu'un qu'on l'aime, c'est par ses actes, par sa présence. Et ça, c'est de la subtilité. Ça, c'est quelque chose qui a du poids, de la valeur et une puissance nettement plus importante. Alors oui, quand quelqu'un dit « je t'aime » à quelqu'un, qui l'embrasse, qui montre directement, qu'ils sont amoureux, c'est très fort, ça marche aussi émotionnellement. Mais quand on sait le montrer par le simple fait que la présence d'une personne fait se sentir bien l'autre, sans qu'il y ait besoin de dire de mots, sans qu'il y ait besoin de l'afficher directement, eh ben, ça a plus de force. C'est ça le principe, la subtilité amène du sel, amène de la consistance, amène de la complexité, vraiment bienvenue dans une idée, dans une relation, dans
n'importe quoi en fait. Ça peut être beaucoup de choses qui peuvent se faire avec subtilité. Et pour moi, c'est important. C'est pas la même chose que ne pas dire quelque chose et le faire comprendre de façon complètement alambiquée. Parce que oui, évidemment, comme toute chose, la subtilité c'est bien, mais avec une certaine parcimonie. Il faut pas que tout soit ultra indirect à tel point que c'en est pas forcément simple à comprendre. Un truc que j'aime pas, notamment en Mulholland Drive, c'est pas la première fois que j'en parle. On sent qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont voulues là-dedans, de significations à redire, mais c'est c'est enterré dans tellement de subtilités, de sous-textes, de parallèles que ça perd le truc. C'est-à-dire que quand je vois des gens faire des longues diatribes, des espèces de documents de 30 pages pour dire ce que signifie ci et ça, et à quel point c'est incroyablement subtil ce truc, j'ai envie de dire, même si c'est vrai, parce que c'est clairement pas l'impression que ça me donne, est-ce que vous auriez juste pu faire parvenir ces émotions-là, parvenir ces thématiques-là mieux, de façon à ce que j'ai pas besoin de me triturer la tête pendant une demi-heure pour arriver à ressentir ce que j'étais censé ressentir, vous voyez? C'est ça le truc, il y a subtilité, il y a beaucoup trop, vous voyez? Mais c'est comme tout, hein, il faut toujours savoir faire quelque chose avec un bon dosage. Mais ouais, la subtilité bien faite, ça apporte quelque chose. C'est comme une sauce dans un plat. Un plat peut être très bon sans sauce, mais la sauce vient grandement agrémenter la chose. C'est le principe. Et trop de sauce, ben ça noie le plat et on ne sait plus exactement ce que c'est censé être. Je peux filer la métaphore jusqu'au bout. Voilà, on m'a une fois de plus repris quelques personnes sur ça, et oui, la subtilité, ça sera toujours un point important que je pointerai dans les choses à dire en bien ou en mal dans une œuvre, parce que c'est important. C'est important, ça apporte quelque chose, et c'est pas anodin à prendre en compte lorsqu'on écrit une scène, un personnage, etc. Voilà, voilou, c'était ce que j'avais à dire. Donc ouais, maintenant, à partir de cette année 2026, vous aurez plus souvent du Disney-like, Disney-Fil HS, que du Disney-Fil tout court, parce qu'il n'y a plus grand-chose. Mais il y aura encore du Disney-Fil, je tiens à vous rassurer. Ce mois de février, vous aurez un Disney-Fil HS, un Disney-like, et le mois de mars, vous aurez le Disney-Fil sur Helio. Ça continue, rassurez-vous. Je vais essayer d'en faire encore quelques-uns régulièrement, rien que pour suivre les films récents qui sortent. Déjà, cette année, il y a 2 ou 3 films Disney qui sortent, donc ça va être pas mal. Voilà, je traiterai ça évidemment en temps et en heure. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt pour de futures vidéos. Bye!